Système répressif et criminel dont l'ampleur et la longévité sont exceptionnelles, le goulag est un phénomène historique majeur du XXe siècle. Créé dès 1918, les camps soviétiques deviennent au début des années 30 un système concentrationnaire centralisé et organisé. Le goulag, véritable industrie pénitentiaire, est un rouage essentiel de l'économie soviétique. La Grande Terreur se traduit à la veille de la guerre par un afflux sans précédent de détenus dans les camps. Le goulag formait un pays à l'intérieur du pays, un continent perdu, une civilisation séparée, difficile à pénétrer, aujourd'hui encore méconnue et incompris. À Moscou, ce 9 mai 1945 est inoubliable. 2 à 3 millions de personnes envahissent la place rouge, les quais de la Moskova. C'est un spectacle inouï, jamais vu encore dans la capitale de l'URSS. On danse, on chante dans les rues, on embrasse chaque soldat, chaque officier. En ce jour mémorable, l'écrivain Ilya Ehrenburg note dans son journal « Le passé ne peut se répéter, ne peut revenir. Le peuple a trop souffert. Quelque chose doit se passer. » Les Soviétiques aspirent à vivre mieux, à voir enfin leurs sacrifices récompensés. L'URSS est au fait de sa puissance. L'armée rouge occupe la moitié de l'Europe. Staline apparaît aux yeux du monde comme l'un des vainqueurs de la guerre. Étrange paradoxe. Le dictateur sanguinaire figure aux côtés des démocraties comme l'artisan de la victoire sur le totalitarisme nazi. Dans les camps, les détenus du goulag nourrissent, eux aussi, de grandes espérances. Las, la paix revenue n'entraîne pas de pause dans la répression. Au contraire, jamais la population des camps n'a été aussi nombreuse que dans les années d'après-guerre. Un nouveau flux de prisonniers irrigue le goulag. Les Alliés se sont engagés à livrer à l'URSS tous les ressortissants soviétiques, civils et militaires, présents sur leur territoire ou le territoire d'occupation qu'ils contrôlent. En 9 mois, de mai 1945 à février 1946, 4 200 000 soviétiques, dont 1 600 000 ex-prisonniers de guerre et 2 600 000 civils ayant été emmenés de force en Allemagne, sont rapatriés. Ils passent par des camps de filtration et de contrôle, où ils sont soumis à un interrogatoire poussé de la part d'agents du NKVD. 360 000 rapatriés sont, à l'issue de leur filtration, condamnés à une peine de camp ou de relégation. Victimes d'une véritable phobie de la contamination étrangère, les Soviétiques déplacés ou prisonniers qui ont été à l'Ouest pendant la guerre forment donc le premier contingent des entrants au goulag. Un second groupe
est constituée d'habitants des régions occidentales de l'URSS, Pays baltes, Biélorussie, Ukraine occidentale et Moldavie, soumises, à partir de l'été 1944, à une brutale soviétisation. Des centaines de milliers de personnes sont envoyées au goulag. À Moscou, on construit une nouvelle université où se pressent les enfants méritants de la nomenclatura. Pourtant, de nombreux étudiants forment la troisième catégorie de nouveaux entrants au goulag dans les années d'après-guerre. Soupçonnés d'être de dangereux contre-révolutionnaires, des milliers d'intellectuels sont arrêtés par la police politique et condamnés jusqu'à 25 ans de travaux forcés. Souvent, une simple anecdote sur Staline, racontée dans un cercle d'amis et rapportée par l'un des innombrables mouchards de la police politique, peut valoir à son auteur une lourde peine de camp. Une voiture s'approche de moi alors que j'étais en train de sortir de cours. Fidel Goltz? Oui, c'est bien moi. Suivez-nous. Yuri Fidel Goltz est arrêté en 1948 alors qu'il était étudiant aux Beaux-Arts sous le prétexte d'avoir organisé un groupe de jeunes anti-soviétiques. Et sans réfléchir trop longtemps, ils m'ont installé dans un véhicule militaire et m'ont conduit à la prison Butyrka. Les deux gardes qui me conduisaient discutaient entre eux. L'un disait à l'autre « Qui est-ce qu'on conduit? Un espion sûrement, ou un anti-soviétique. Tu penses qu'il fera long feu? Non. Avec eux, on ne prend pas de gants. On les bute. » Le 2 février, tôt le matin, un homme un peu minable, en civil, est venu frapper à notre porte. David Boudioni, membre d'un groupe clandestin communiste anti-stalinien, est arrêté à 20 ans et condamné à 5 ans de camp. Il s'est approché de moi, s'est penché et m'a chuchoté à l'oreille. « David Alexandrovitch, préparez vos affaires. Nous devons y aller. » Je n'avais pas compris sur le moment. Maman, elle, avait saisi la situation. « Où ça? Où l'emmenez-vous » Il avait dit « Ne vous inquiétez pas, Nadejda Mikhaïlovna. Dans 20-30 minutes, il sera de retour. Qu'il prenne seulement son passeport. » Un autre jour, le major Maximov est venu me voir. Il m'a dit « Écoute, tu n'es qu'un pouls sur le corps de notre nation, un parasite. Nous t'isolons de la colère du peuple. Si je te relâchais maintenant, les gens te mettraient en pièces comme l'ennemi du peuple que tu es. Il ne resterait plus rien de toi. Tu peux nous dire merci de te protéger. Nous te protégeons de la colère du peuple. » Les premières semaines, ça a été des interrogatoires sans arrêt la nuit. Précisément la nuit. Eux, ils n'avaient qu'une idée en tête. Nous coller le bon article du code pénal. Le nôtre, le 58 alinéa 10 ou 11, c'était « propagande antisoviétique ». Toute forme de critique était prise pour de la propagande. Dire qu'on était trop pauvres, qu'au kolkhoz les paysans ne recevaient rien pour leur travail, que la presse n'était pas objective. Tout ça, c'était de la propagande antisoviétique. Alexandre Solzhenitsyn est officier artilleur dans l'armée rouge, communiste fervent. Dans une lettre à un ami, il met en doute le génie militaire de Staline. Il lui reproche, entre autres, d'avoir décapité l'armée rouge lors des grandes purges d'avant-guerre.
Solzhenitsyn est arrêté en 1945 et condamné en application du fameux article 58 à 8 ans de camp. Mais la grande majorité des entrants au goulag dans les années d'après-guerre est le citoyen ordinaire arrêté sous des prétextes mineurs par le NKVD, rebaptisé MVD en 1946. Les plus petits chapardages à l'usine, dans les camps du kolkhoz, dans les magasins, même commis pour la première fois, dans un contexte de disette, voire de famine, même par des mineurs, sont impitoyablement punis par une loi du 4 juin 1947. À partir de cette date, les condamnations à de longues peines infligées pour des délits de vol explosent. En 6 ans, plus d'1,5 million de soviétiques sont condamnés et envoyés au goulag. Parmi ces personnes enfermées pour des larcins, figurent de très nombreuses femmes, veuves de guerre, mères de famille avec des enfants en bas âge. Dans les camps, les femmes représentent un quart des détenus. Les femmes zèques ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Mêmes interrogatoires, mêmes trajets exténuants, mêmes travaux éreintants. Sur les grands chantiers du goulag, les femmes assurent les mêmes tâches pénibles que les hommes. J'ai été envoyée pour travailler sous la terre. C'était un travail nouveau pour moi. Je devais charger les wagonnets. Il n'y avait pas de chevaux dans les mines, enfin, dans les années dont je parle. C'est plus tard que les chevaux ont fait leur apparition. Et donc, c'était les bagnardes qui, à la place des chevaux, poussaient les wagonnets. Je faisais partie de ces bagnardes. Notre tâche était de creuser et de transporter la terre dans des brouettes. On transportait la terre jusqu'à une sorte de digue qu'ils construisaient. Ensuite, sur le chemin du retour, il y avait des planches. Et nous devions pousser nos brouettes sur ce chemin. Nous travaillions à l'abattage des arbres. La norme de travail était très élevée. Tous les jours, il fallait abattre 6 grands pins. Il fallait les faire tomber, puis débiter le tronc en 3 morceaux de 6 mètres de long. Le faire 6 fois. C'était ça la norme. En avril, on nous a finalement envoyés abattre des arbres. La neige nous arrivait à la taille. Et durant 5 kilomètres environ, on a été conduits dans le noir vers notre lieu de travail. Nous construisions une ligne de chemin de fer qui était de plus en plus loin du camp. Et donc nous marchions de plus en plus loin chaque jour jusqu'à notre lieu de travail. Nous marchions 10 kilomètres à l'aller, nous travaillions 10 heures en extérieur à la construction de la ligne de chemin de fer, et au retour, nous marchions encore 10 kilomètres. Nous tombions morts de fatigue sur nos chalits sans même nous déshabiller. On avait l'impression qu'on s'était à peine endormi, qu'il fallait déjà se lever et partir au travail. Encore et encore. Nous travaillons au creusement de fondation. Nous devions, à l'aide d'un pic, casser la couche gelée, mettre la terre dans une caisse en bois, la porter sur 300 mètres, la disposer et damer le sol. Si la terre était gelée, on devait la rapporter. Comme disait notre chef, « Je n'ai que faire de votre travail, ce qui m'intéresse, c'est vos souffrances. » Les femmes détenues sont considérées dès leur arrivée au camp comme des objets sexuels.
Efrosinia Kersnovskaya, qui a accompli un long parcours carcéral, a dessiné après sa libération une chronique illustrée de son périple. Dans cette BD au goulag, elle montre les sévices subis par les femmes. Celles-ci doivent déjouer les agressions des gardes, des truands. Les humiliations et les violences sont continuelles. Les viols collectifs, monnaie courante. Être belle au goulag est une malédiction. La question des relations entre les hommes et les femmes était épineuse. Les jeunes filles se trouvaient aussitôt dans des situations où on leur faisait des demandes très particulières. L'encadrement les leur imposait. Et si elles refusaient, elles étaient bonnes pour la mine. Un gardien de camp, Danzig Baldaïev, membre pendant 4 décennies de l'administration pénitentiaire, a restitué par des dessins dérangeants des scènes de la violence quotidienne que les femmes endurent. Dans un univers où les barrières morales se sont effondrées, céder à la violence, à la prostitution, à des unions forcées devient pour bien des femmes détenues au goulag une condition de survie dans une existence qui a perdu tout sens. Les relations sexuelles entre détenus, hommes et femmes, sont interdites et punies de jours de cachot. Mais dans ce monde sans espoir, les zèques bravent l'interdiction dans un sursaut d'énergie vitale, dans un défi à la mort qui rôde. Les étreintes ont lieu n'importe où, dans la neige, par -40, dans les baraquements, devant tout le monde. Le camp use les organismes et la résistance des corps. Les femmes au goulag perdent leur santé, leur jeunesse. Ce groupe de femmes qui portaient ces vêtements horribles, pas à leur taille, semblait dépourvu de toute humanité. On aurait pu penser avoir des ours devant les yeux, tout, mais pas des êtres humains. Je criais, « Le miroir, le miroir !» Nous avons toutes couru. Nous avions passé 4 années sans voir nos visages. Nous courions, dévêtues, toutes nues, vers ce miroir. Nous étions nombreuses. Je n'arrivais pas à me trouver. J'avais le souvenir de moi en jeune fille. Et soudain, j'ai vu le regard de ma maman et une chevelure grise. J'ai compris que c'était moi. En 1952, on compte plus de 500 000 femmes détenues dans les camps et quelques 35 000 enfants de moins de 3 ans gardés dans les maisons du nouveau-né. Ce sont les enfants, selon la terminologie stalinienne, des traîtres à la patrie, exécutés pendant la Grande Terreur, ou des enfants de détenus nés en camp. Les naissances au camp, c'était un grand malheur. C'était une véritable catastrophe. On enlevait les enfants aux mères à partir de 2 ans. Mais souvent, on retirait les enfants dès leur naissance. Et alors la mère, tant qu'elle était au camp, ne savait pas où était son enfant. Il ne disait pas s'il était encore en vie ou pas. Je suis née dans le camp. Je suis une enfant du camp. Ma mère a été condamnée au titre de l'article 58 en 1938 à 10 ans de peine. Je suis née en 1941. Plus tard, je lui demandais sans cesse « Pourquoi tu m'as gardée? Tu devais avoir tes raisons. » Elle me disait que ce n'était pas de ma faute, que j'étais une enfant de l'amour. On nous avait envoyé un vieux détenu.
un vieux menuisier pour réparer la palissade. Le voici qui travaille. L'enfant le regarde longtemps et lui dit « Grand-père, fabrique-moi une voiture en bois. » Le vieux se retourne et lui crie « Laisse-moi, je suis trop occupé. » Alors ce petit garçon lui répond « Grand-père, je suis un zèque. » Et le vieil homme a fondu en larmes. Les maisons de l'enfant au goulag sont de véritables mouroirs. En 1947, plus de 6 000 enfants de moins de 3 ans sur 15 000 y sont décédés. Outre les enfants en bas âge, des dizaines de milliers de jeunes de moins de 16 ans sont détenus au goulag à la fin des années 40. Ticket, please. Ticket, please. Ticket. How are things in Moscow? Very good. The last mass trials were a great success. There are going to be fewer but better Russians. En avril 1945, le film Ninotchka, tourné juste avant la guerre par Ernst Lubitsch, sort en France. Cette lucide et féroce comédie anti-stalinienne écrite par Billy Wilder dénonce pour la première fois au cinéma la répression en URSS. Hello? Comrade Katsabin? No, I am sorry. He hasn't been with us for 6 months. He was called back to Russia and was investigated. You can get further details from his widow. You're very welcome, very welcome. En 1947, la publication en français de « J'ai choisi la liberté », livre de Viktor Kravchenko, un transfuge soviétique qui a fui aux États-Unis, donne lieu à une polémique retentissante. Kravchenko y dénonce la collectivisation forcée et le système des camps. Le livre rencontre un immense succès international. Traduit en 22 langues, il se vend en France à des centaines de milliers d'exemplaires. L'hebdomadaire communiste Les Lettres françaises accuse Kravchenko d'être un agent des services secrets américains. Kravchenko porte plainte contre Les Lettres françaises pour diffamation. I assure my friend and all my readers that I will do my best with their moral help in order to show the truth during the trial and show to the world public opinion the horrors of Soviet reality and the activities of its agents. I will fight at this trial with all my friends for yours and our freedom. Le procès débute le 24 janvier 1949 devant le tribunal correctionnel de la Seine et dure 2 mois. Pour la première fois, le goulag descend dans le prétoire. Une centaine de témoins se relaient à la barre. Le gouvernement soviétique a envoyé, afin qu'il le désavoue, d'anciens collègues de Kravchenko ainsi que son ex-épouse. De nombreuses personnalités politiques et intellectuelles de gauche défilent à la barre. Frédéric Joliot-Curie, communiste, prix Nobel de physique. Elsa Triolet, écrivaine d'origine russe et femme d'Aragon, défendent l'honneur de l'URSS. Kravchenko contre-attaque avec vigueur, réfute, argumente. Les avocats de Kravchenko font venir à la barre Margaret Buber-Neumann, la veuve du leader communiste allemand Heinz Neumann, fusillé en 1937 par le NKVD. Elle-même a été déportée dans un camp du Goulag, puis livrée par le NKVD à la Gestapo après la signature du pacte germano-soviétique et envoyée dans le camp de concentration de Ravensbrück. Son témoignage irréfutable pèse lourd à l'audience.
Le procès est remporté par Kravchenko. Les lettres françaises sont condamnées pour diffamation. Le tribunal a constaté, dans l'attendu du jugement, que les camps soviétiques existent et que le système concentrationnaire soviétique est une pièce essentielle de l'économie de l'URSS. Mais l'opinion publique française a-t-elle été convaincue? Rien n'est moins sûr en pleine guerre froide, à l'heure où plus d'un quart des électeurs français votent pour les communistes et des centaines de milliers de sympathisants se pressent à la fête de l'humanité. Le prestige de l'URSS, de l'armée rouge et de Staline, qui ont débarrassé le monde de l'hydre nazi, empêche toujours l'opinion occidentale de prendre la mesure de l'étendue du goulag. Néanmoins, grâce à ce procès très suivi, l'épais voile du mensonge commence à se lever. Au moment où en Occident, les communistes et leurs alliés nient l'existence des camps soviétiques, le goulag est à son apogée. Jamais il n'y avait eu autant de détenus dans les camps de travail. 2 750 000, auxquels il faut ajouter 2 800 000 déportés dans les villages spéciaux de peuplement, dont le sort est à peine plus enviable qu'au goulag. Les plus grosses concentrations de camps se situent, comme dans les années 1930, dans l'immense région de la Kolyma, où plus de 200 000 détenus peinent dans les mines d'or, mais aussi d'étain, de cobalt, de tungstène et d'uranium, 4 minerais indispensables pour le développement d'une industrie d'armement en pleine expansion. La région de Norilsk, au-delà du cercle polaire, au nord de la Sibérie, regroupe près de 80 000 détenus affectés principalement à l'exploitation du nickel, minerai hautement stratégique. Parmi les autres régions de forte concentration de camps, figure toujours la région de Vorkuta-Petchora, qui compte environ 200 000 détenus travaillant essentiellement dans les mines de charbon et les chantiers de construction de voies ferrées. Le Kazakhstan concentre plus de 100 000 détenus dans les camps du Karlag, situés non loin de Karaganda. Une centaine de milliers de détenus travaillent dans le bassin houiller du Kouzbas, en Sibérie centrale, et un nombre équivalent dans la région de Krasnoïarsk. Une centaine de milliers de détenus travaillent dans les camps de l'Ozerlag et de l'Amourlag. Parmi les nouveaux chantiers emblématiques lancés après-guerre et entièrement mis en œuvre par les prisonniers du goulag, figure le projet insensé décidé par Staline d'une voie ferrée censée relier bien au-delà du cercle polaire l'Oural au fleuve Yenisseï. Lancé en 1947, ce projet mobilise 6 ans durant près de 100 000 détenus. La voie ferrée doit traverser, sur des milliers de kilomètres, des étendues marécageuses et vides d'habitants, où la température s'abaisse à moins 50 degrés en hiver. Chaque printemps, le dégel et les inondations provoquées par les crues des grands fleuves sibériens détruisent les remblais. Fin mars 1953, l'ensemble du projet est abandonné. Cette ébauche de ligne ferroviaire entre dans l'histoire sous le nom de voie morte. La voie morte est le symbole le plus frappant de la faillite totale du modèle de développement fondé sur le travail forcé.
Les camps du goulag sont construits par les Zèques eux-mêmes, comme les nouvelles routes qui y mènent et certaines villes qui les entourent. Le temps de la construction, les Zèques dorment dans des tentes, voire dans des tanières de loups, des grands trous dans la neige. Dans les camps, les baraques sont spartiates, mal chauffées et souvent surpeuplées. Les Zèques dorment les uns à côté des autres, en une longue rangée. Les chalis sont sur 2 ou 3 niveaux. Souvent, les Zèques dorment à même la planche, sans la moindre paillasse. Alexei Priadilov a été condamné à 7 ans de camp pour l'édition d'un journal clandestin. Il y avait 3 grands hangars, et dans chacun, 500 personnes environ. 3 niveaux de chalis, sans matelas. Nous dormions serrés les uns contre les autres sur ces chalis. L'odeur pestilentielle dans les dortoirs renfermés rend l'air irrespirable. Le froid transperce les os jour et nuit, gèle les membres, glace la peau. Abandonnés et affamés, nous étions allongés sur ces chalis froids qui étaient recouverts de givre. Un jour, mes cheveux sont restés collés au mur par le gel. Et lorsque j'ai voulu me lever, c'était absolument impossible. Parce que des touffes entières de cheveux restaient collées au mur. Les baraques sont alignées dans la zone. La zone est l'espace délimité par les poteaux en bois, les barbelés et les miradors. 5 mètres au-delà, c'est la zone interdite, à ne pas franchir sous peine d'exécution immédiate. Les rues du camp sont faites de planches surélevées pour éviter de marcher dans la boue au printemps et à l'automne. Au centre du camp, près du portail, se trouve généralement une grande place d'appel à découvert où l'on compte les prisonniers 2 fois par jour. Épuisement, froid, faim, violence, vol, raquettes, délation, déshumanisation, humiliation. Les conditions de vie quotidiennes du zèque au goulag forment une litanie de plaies et de souffrances. La nourriture, l'obsession de tous les zèques. Le ravitaillement soumis à tous les aléas possibles arrive de manière irrégulière. Quand enfin le camp est ravitaillé, les vivres sont souvent pillés. Chefs, gardes, truands et planqués se servent d'abord. Le vol et la corruption sont généralisés. Que reste-t-il pour les zèques? Une soupe infâme, la balanda, où flottent quelques déchets. On nous servait une lavasse sale et puante, dans laquelle flottaient des arêtes de hareng. De toute évidence, quelqu'un avait déjà mangé la chair du hareng. Et nous, il nous restait les arêtes. Parfois, des trognons de choux nageaient dans ce liquide. On nous donnait une portion de pain, une ration de pain de 800 grammes, mais dans ce pain, il y avait de la paille, des épluchures de pommes de terre et je ne sais quoi encore. Vladimir Kantovski est condamné à 10 ans de camp pour avoir pris la défense d'un de ses professeurs arrêtés. Ce que le camp m'a appris en premier, et c'est un enseignement essentiel, c'est que tous les moyens sont bons pour obtenir à manger. N'hésite pas à dire adieu à toutes tes frusques rapportées de Moscou pour le moindre quignon de pain. Nous vivions une existence comme, je ne sais pas, des bêtes sauvages, des insectes. Toutes nos pensées, tous nos rêves se dirigeaient vers l'horizon le plus proche. On pensait à manger,
à recevoir une portion avec un supplément ou avec plus de croûte. Nous regardions avec nos yeux exorbités ce plateau dans lequel le gardien apportait les morceaux de pain, et on se mettait aussitôt à estimer quelle part allait nous revenir, selon le côté par lequel il commençait sa distribution. Dans le camp, où règne la violence extrême, toutes les règles morales sont balayées. Retourner face à la loi du plus fort. Le mal absolu prime. Le gardien te donne des coups, et toi, ça ne te fait même pas mal. Comme s'il tapait sur une table. Vous comprenez? Nous ne ressentions plus rien. Au goulag, la sauvagerie garante de la survie exclut la solidarité. La force physique devient la force morale, écrit Varlam Shalamov, déporté à la Kolyma pendant 14 ans, qui énonce les 3 commandements vitaux du zèque. Tu ne te fieras à personne, tu ne craindras personne, tu ne demanderas rien à personne. Il y en a une qui ne peut pas descendre de son chalit et l'autre qui ne peut pas s'y hisser. Comment elles auraient pu s'entraider? Julius Margolin, écrivain polonais qui a fait 5 ans de goulag, constate: dans le camp, on n'avait ni le désir ni la possibilité de sauver ceux qui sombraient. Chacun était trop occupé de soi-même. La philanthropie au camp, c'est comme de l'eau de Cologne versée dans un abattoir. La civilisation s'arrête aux portes du camp. L'oubli de l'autre est le prix de la survie. Seule organisation structurée, tolérée, spécifique au camp soviétique, le monde des truands, ses violences, ses rites, son langage, ses tatouages vécus comme signe de reconnaissance. Les truands, ils vivaient bien dans le camp. Ils mangeaient à leur faim, ils s'alcoolisaient à souhait. Pas loin, il y avait le camp des femmes. Donc des femmes, certaines femmes, on en voyait parfois sur leur chalit. Nous étions assises sur l'herbe avec nos affaires. Soudain s'approche une meute. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais des créatures qui ne parlaient pas le russe. Seul un argot ordurier sortait de leur bouche. C'étaient des truands qui s'avançaient vers nous. Et les voilà qui, de la façon la plus cynique, nous volent toutes nos affaires. Nous sommes pétrifiés. Nous ne comprenons pas qui sont ces gens. Ils nous ont tout pris. Au début des années 1950, le goulag n'est plus rentable économiquement. Les inspections menées en 1951-52 dans les principaux ensembles pénitentiaires traduisent le désarroi de l'administration face à la chute rapide de la rentabilité du goulag. Nombre de grands chantiers ont pris un retard considérable. Staline meurt le 5 mars 1953. À l'annonce de sa mort par Radio Moscou le lendemain matin, un sentiment de stupeur s'empare de très nombreux soviétiques. Ils prennent conscience que la disparition de Staline, après un quart de siècle de pouvoir sans partage, marque la fin d'une époque. Dans les camps et les villages spéciaux de peuplement, en revanche, c'est la joie. Notre réaction, parmi la majorité des anciens zèques ou des déportés, des cris de « Hurrah !» Mais il y avait aussi des officiers et des types comme ça. Eux, ils faisaient cette tronche.
C'était leur réaction. Nous, on a réagi différemment. Il est crevé. Et nous, on a arrosé ça. Nous nous sommes tous levés, puis nous avons crié, et nous nous sommes mis à applaudir. Voilà comment ça s'est passé. Israël Mazous a été condamné à 7 ans de camp pour avoir fait tomber par mégarde un buste de Staline. Les surveillants n'ont pas mis les pieds dans la zone du camp pendant 2 ou 3 jours. Quelle pagaille c'était! La moustache était enfin morte. Tout le monde disait avant « Merde, putain, les Géorgiens vivent centenaires ». Lorsqu'on discutait entre nous de la question, on disait « Non, aucune chance que ça arrive ». Staline avait délibérément agi comme s'il était immortel et que la question de sa succession ne se poserait jamais. Que feriez-vous sans moi, vous qui êtes plus impuissants que des chatons aveugles tout juste venus au monde, avait-il l'habitude de dire, les derniers temps, à ses plus proches compagnons, Beria, Khrouchtchev, Malenkov, Bulganin, Kaganovitch, ceux-là même qui portent son cercueil. Bientôt s'ouvre la bataille pour la succession entre les héritiers de Staline qui ont tous trempé dans les crimes de masse du régime soviétique. Nikita Khrouchtchev tient la corde. Jovial, habile, il réussit à éliminer ses adversaires. Dès les premières semaines qui suivent la mort du dictateur, un immense changement s'amorce que l'écrivain soviétique Ilya Ehrenburg, dans un texte célèbre, compara à un dégel. Le 27 mars 1953, à peine 3 semaines après la mort de Staline, une large amnistie est décrétée à l'initiative du tout-puissant chef de la sécurité d'État, Lavrenti Beria, désireux de dégraisser le goulag pour le rendre plus rentable. Après la mort de Staline, on sentait qu'on allait vers la libération. Tout est allé vite, très vite. Un photographe est arrivé, il nous a pris en photo pour les laisser passer, permettant de sortir sans escorte du camp. On est sorti du camp. Et puis, on s'est trouvé des filles avec lesquelles on pouvait passer du bon temps. Sont libérés tous les condamnés à une peine inférieure à 5 ans, les femmes enceintes ou ayant un enfant de moins de 10 ans, les détenus mineurs et les détenus âgés de plus de 50 ans, ainsi que les invalides et inaptes au travail. En revanche, les politiques condamnés pour crimes contre-révolutionnaires ainsi que les criminels récidivistes sont exclus de l'amnistie. Au total, 1 200 000 détenus, soit un peu moins de la moitié des détenus du goulag, sont libérés au cours de l'été 1953. Parmi eux, Varlam Shalamov, qui a passé 17 ans au goulag, peut enfin quitter la Kolyma et écrire ses souvenirs de zèque. Les récits de la Kolyma paraîtront 30 ans plus tard. Beria est arrêté en juillet 1953. Le maître de la police politique et du goulag depuis 1938, âme damnée de Staline, est accusé de trahison et d'espionnage. Il est exécuté dans des circonstances troubles. Les prisonniers politiques trouvent dans la liquidation de Beria l'occasion d'exiger la révision de leur condamnation, voire leur libération immédiate. Exclus de l'amnistie, de nombreux prisonniers politiques se mettent en grève du travail forcé. Au cours de l'été 1953, les plus importants des camps spéciaux, notamment à Norilsk, à Vorkuta,
près de Karaganda, au Kazakhstan, se mettent en grève. Les révoltes sont remarquablement organisées. À l'intérieur du camp, nous avions notre propre garde. Elle avait été créée pour contrôler la situation à l'intérieur du camp. Et nous avons décidé de fabriquer nos propres armes. Quel genre d'armes? Des petits couteaux et des poignards. Liev Neto est arrêté en 1948 sous l'accusation d'espionnage. Il est détenu à Norilsk quand éclate la révolte. Les autorités négocient avec les grévistes et cèdent sur nombre de leurs revendications. L'une des premières revendications était la suppression des matricules. Et ils nous ont dit, vous pouvez dès maintenant enlever les matricules. Et il y a eu un soulèvement d'enthousiasme. Les matricules étaient cousues sur les vêtements et aussitôt ils les ont enlevés, ils les ont jetés par terre en criant « Hurrah ». Nous n'allions pas travailler. Ce n'était plus une grève, c'était maintenant une insurrection. Nous avions déclaré l'insurrection. Et quand ils venaient pour discuter avec nous, nous répondions par des cris. 4000 femmes criaient « La liberté ou la mort, la liberté ou la mort ». Ils criaient aussi, mais nous crions encore plus fort. Vous savez, quand 4000 femmes se mettent à crier, ça en fait du bruit. Pour rétablir l'ordre, les gardes armés ouvrent le feu. À Norilsk, à Vorkuta, au Karlag, des centaines de détenus sont tués. Des centaines d'autres blessés par balles. Quand on est arrivé dans ce camp, il était vide, mort. On nous a mises dans un baraquement et il était lardé d'impacts de balles. Ce baraquement était en bois et partout du sang et des restes de cervelle humaine. On n'y comprenait rien. On nous a dit de nettoyer tout ça rapidement. En février 1956 se tient le 20e congrès du Parti communiste. Nikita Khrouchtchev prononce à huis clos son fameux rapport secret où il dénonce les crimes de Staline. Khrouchtchev, membre du premier cercle dirigeant depuis la fin des années 30, s'exonère de toute responsabilité dans le crime de masse dont il ne révèle qu'une partie. Mais même partial et partiel, le document, une fois connu, déclenche un véritable séisme dans le monde communiste. La déstalinisation commence. La liquidation du goulag s'accélère. Près d'un demi-million de détenus condamnés au titre de l'article 58 du Code pénal quittent les camps. Mais seule une infime minorité bénéficie d'une réhabilitation. À Vorkuta comme ailleurs, les détenus sont libérés. Parmi eux, les Polonais attendent l'autorisation de retourner dans leur pays. Stanisław Kijalka, combattant de l'armée polonaise clandestine pendant la guerre, a été arrêté par les Allemands. Évadé, il est capturé par les Russes en 1945 et déporté à Vorkuta. En détention, il réussit à fabriquer un appareil photo et prend des clichés clandestins du camp. En 1956, il fête sa libération en patinant devant le camp. À la suite de négociations au plus haut niveau entre le gouvernement de la République fédérale allemande et le gouvernement soviétique, les prisonniers de guerre allemands sont libérés et regagnent leur pays plus de 10 ans après la guerre.
En même temps, plus d'1 million de citoyens soviétiques d'origine allemande, déportés au cours de la guerre, peuvent quitter les villages d'exil. Cette mesure est étendue au cours de l'année 1956 à d'autres peuples punis, comme les Tchétchènes, collectivement déportés durant la guerre. À Moscou, le dégel s'accentue. Khrouchtchev accélère la dégoulagisation. Il ne reste plus dans les camps, en 1957, qu'une quinzaine de milliers de prisonniers politiques, 30 fois moins qu'en 1953. En 1958, le fameux article 58 du Code pénal définissant le crime contre-révolutionnaire, fondement des répressions de masse, est abrogé. Le nombre des condamnations politiques, prononcées désormais, chute brutalement et ne dépasse pas quelques centaines par an. Tout un symbole. En 1962, Nikita Khrouchtchev reçoit Alexandre Solzhenitsyn au Kremlin. Le premier soviétique à autoriser la sortie en URSS d'une journée d'Ivan Denisovitch, le roman de l'ancien zec qui évoque le sort des millions de soviétiques passés par les camps du Goulag. La publication du livre de Solzhenitsyn marque, à bien des égards, l'apogée du dégel khrouchtchevien. Peu après, Khrouchtchev est renversé et remplacé par Brejnev. Une nouvelle glaciation commence. Sous Brejnev, la question du goulag redevient tabou dans l'espace public. Ce n'est que dans la sphère privée que la mémoire des camps et des répressions subsiste, même si l'on n'ose guère en parler, y compris dans les familles. Nous pensions qu'en sortant des camps, en tout cas moi je me disais qu'après avoir retrouvé ma liberté, je raconterais tout ce qui s'était passé, tous nos supplices, tous nos tourments, que je me lamenterais sur mon sort. Mais en sortant du camp, nous sommes entrés dans un monde où en réalité il n'était pas possible de parler. Je tenais bon. Je ne disais rien. Mais ça me taraudait. Finalement, un jour, j'ai retrouvé un document. Il était écrit que le frère de mon grand-père, Ivan Terentievitch, avait été dékoulakisé à telle date. Je n'ai pas voulu en savoir plus. Je n'avais pas le cœur à ça. Je ne voulais pas rouvrir à vif ma blessure. Toutes ces choses, ça passerait. En décembre 1973, la version russe de l'archipel du Goulag paraît à Paris. Le manuscrit clandestinement sorti du RSS décrit le système concentrationnaire soviétique que Solzhenitsyn a vécu de l'intérieur. Appuyé sur de nombreux témoignages et documents indiscutables, cet essai d'investigation historique démontre l'ampleur phénoménale du Goulag. Le livre connaît un grand retentissement et rend Solzhenitsyn célèbre dans le monde entier. Il est arrêté à Moscou, le 12 février 1974, avant d'être expulsé et déchu de la citoyenneté soviétique. Solzhenitsyn arrive en Europe occidentale, où la publication de l'archipel du Goulag provoque un véritable tsunami politique et idéologique. Après des dizaines d'ouvrages qui, depuis un demi-siècle, ont dénoncé la répression au pays du socialisme réel, sans être vraiment lus ni crus, l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn parvient à briser le mur du mensonge et de l'indifférence. Après la chute du communisme, le nouvel État russe ne cherche pas à préserver les lieux d'exécution et de détention de millions de citoyens soviétiques durant la période stalinienne.
Seule l'association non gouvernementale Mémorial, créée par le dissident Andrei Sakharov durant la perestroïka, s'efforce de sauvegarder la mémoire des dizaines de millions de personnes déplacées, déportées, détenues, des millions de morts. De cette tragédie ne subsistent aux confins d'étendues infinies que les stigmates, traces de baraques détruites, fantômes de miradors effondrés, cadavres de barbelés entortillés. La mémoire du goulag émerge lentement sous le manteau de l'oubli.